tout cas, bonsoir à tout le monde, à toutes les personnes qui nous rejoignent. Donc, nous sommes sur un webinaire commun, donc ALTE 69 ALEC Métropole de Lyon. C'est le 5e de l'année. Il y aura encore une édition d'ici la fin de l'année. Et donc, ce soir, notre intervenant principal sera Maxime, qui est chargé de mission Habitat Énergie à l'ALTE 69. Et donc, moi, Sylvain, je me chargerai de la modération. Donc, en termes de consignes, on a coupé vos micros et vos caméras pour faciliter la fluidité, et les questions sont à poser dans l'onglet discussion. Donc, ça n'est pas utile de lever la main, par exemple, mais il faut interagir. Il y aura 2 temps de questions-réponses. Il faut donc poser vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent en tête dans l'onglet discussion, et donc on essaiera de répondre à un maximum de questions, voilà, sachant qu'on pourra peut-être pas répondre à tout le monde parce on avait plus de 400 personnes qui s'étaient inscrites. Donc on sait très bien qu'il y a des gens qui s'inscrivent pour regarder le replay, qu'on n'aura pas autant de monde ce soir, mais avec déjà 160 participants, c'est déjà une des éditions les plus suivies. Voilà, donc on avait mis en place ces webinaires pendant l'épidémie de Covid, quand on ne pouvait pas rencontrer les gens en présentiel, et donc on a continué puisque c'est un format qui marche bien. Donc ce soir, on va vous causer solaire, thermique et photovoltaïque. Je peux te laisser passer la diapo suivante. Donc on va présenter nos 2 structures. Il y aura un topo sur le solaire thermique, donc eau chaude sanitaire solaire et chauffage solaire. Il y aura une partie sur l'électricité solaire, donc le photovoltaïque, avec un petit focus enfin sur les centrales solaires citoyennes. Je vous ferai un petit témoignage puisqu'à titre perso, je suis équipé d'une centrale photovoltaïque depuis une douzaine d'années, et puis on vous présentera un certain nombre de ressources pour aller plus loin. Pour ce qui est de la présentation du service, donc qui on est 2 associations au service de la transition énergétique de leur territoire. Donc c'est assez simple, on a à peu près la même vocation, si ce n'est que l'ALEC exerce sur la métropole de Lyon. Donc on a une quarantaine de salariés et on travaille sur les 59 communes de la métropole. Et les collègues de l'ALTE interviennent sur les Comcom du reste du Rhône. On est membre d'un réseau national qui s'appelle aujourd'hui France Rénov', que vous avez peut-être connu sous d'autres noms, puisque nous avons été tour à tour le réseau des espaces info énergie, le réseau FER, et aujourd'hui ce réseau est le seul réseau qui fournit du conseil gratuit, indépendant et neutre. Et on vous encourage vivement, pour tout projet précis, à contacter nos conseillers et à ne pas hésiter à prendre rendez-vous dans nos locaux pour pouvoir aller plus loin dans vos projets. Alors, le service public de la performance énergétique de l'habitat, c'est plus d'une trentaine de conseillers sur les 2 structures. C'est un service qui est gratuit, qui est indépendant des fournisseurs d'énergie et de matériaux, qui est sans intérêt commercial. On n'est pas là pour vous vendre du matériel, on n'est pas là pour vous dire d'aller chez telle ou telle personne, on est là pour faire en sorte que votre projet soit le plus performant possible. Donc l'accompagnement présentera plusieurs formes. Ça peut être un accompagnement technique sur les travaux d'économie d'énergie et les énergies renouvelables. Ça peut être un accompagnement financier sur les aides financières avec un raisonnement en coût global. Et puis, ça peut être aussi un accompagnement environnemental en évaluant l'impact des solutions choisies. Les financeurs du service, donc vous en avez un certain nombre. Ce n'est pas forcément exactement les mêmes financeurs pour nos 2 structures, mais en tout cas, vous avez les logos des différentes Comcom et des différentes collectivités locales qui financent ce service. Et puis un petit rappel qu'on fait systématiquement, même quand on parle énergie renouvelable, c'est bien de s'équiper d'énergie renouvelable, de produire un maximum d'énergie sur place. Donc ça peut être en installant des panneaux solaires, ça peut être en installant un chauffage bois performant, mais c'est bien aussi d'avoir une réflexion globale. Et c'est aussi le rôle de nos conseillers, c'est-à-dire qu'on va essayer de traiter tous les points. Et le premier point à prendre en compte quand on veut viser la performance énergétique de son logement, c'est un travail sur l'enveloppe. C'est ensuite un travail sur les systèmes, donc chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation. Et ensuite, dans la mesure du possible, on essaye de faire
des énergies renouvelables, de produire de l'énergie sur le logement. Donc effectivement, ce soir, on va peut-être sans doute plus s'attarder à la maison individuelle, mais on peut aussi vous accompagner, quand vous êtes en copropriété. Il y aura 2-3 diapos aussi sur le solaire en collectivité, en copropriété. Donc on a des conseillers chez nous qui sont spécialisés dans l'accompagnement des copropriétés, il ne faut pas hésiter à les contacter. Donc voilà, on essaye vraiment de raisonner en coût global et de pas faire, ce qu'on appelle du one shot parce qu'effectivement, on s'aperçoit que quand on fonctionne comme ça, les rénovations sont beaucoup moins performantes et aujourd'hui, si on veut pas tuer le gisement d'économie d'énergie, il faut faire, ça peut être intéressant voilà, de faire appel à des spécialistes, de faire un état des lieux de votre logement et nos conseillers, ils vous reçoivent avec vos factures d'énergie, avec, éventuellement des plans, des photos de chez vous et l'idée, c'est de vous faire du conseil sur mesure. Donc je vais laisser, Maxime, vous présenter et attaquer par le solaire thermique. Voilà, première partie, donc le solaire thermique. Donc le solaire, une énergie abondante. Donc chaque année, en fait, la Terre, elle reçoit 5000 fois la consommation énergétique mondiale en énergie solaire. Donc là, ce qu'on voit sur la diapositive, c'est le grand cube orange. Ça représente toute l'énergie apportée par le rayonnement solaire en un an. Le petit cube bleu, c'est la consommation mondiale d'énergie, toute énergie confondue, charbon, pétrole, gaz, nucléaire. Et donc là, on voit les cubes de couleur, c'est pas annualisé, c'est le stock qu'il reste sur Terre des différentes énergies. Donc le rouge, c'est uranium, le marron, c'est le gaz, le pétrole en vert et l'énergie la plus abondante, le charbon. Donc si on se réfère à l'énergie solaire, donc en moyenne sur le Rhône, on reçoit 1200 kWh par mètre carré par an. Donc tout le monde n'est pas forcément habitué à manipuler les kilowattheures. Alors c'est équivalent à 120, c'est comme 120 litres de fuel par mètre carré par an. Donc on se rend compte que c'est assez conséquent. Donc grâce à cette énergie, on pourrait chauffer de l'eau pour l'utiliser. Et on va voir comment faire. Donc la première solution pour récupérer cette énergie, ça serait de chauffer l'eau chaude sanitaire. Donc c'est l'eau du robinet et de la douche. Donc, suivant le niveau de performance de notre maison, ça prend une part plus ou moins importante. Donc, c'est ce qu'on voit sur le petit diagramme. Les maisons moyennement isolées, on va dire, qui ont été faites sous la RT 2005, la part de chauffage, c'est en bleu, ça correspond à 100 kWh par mètre carré par an. Et la part d'eau chaude, c'est la partie en rouge. Donc, on voit que c'est à peu près 30 kWh. Et puis, le reste, c'est les auxiliaires, l'éclairage et l'électricité spécifique. Donc, on voit que plus on est isolé, donc quand on passe à la RT 2012 et puis ensuite au passif, on voit que c'est le chauffage qui baisse et les restes des consommations, elles sont plus ou moins stables. Alors, l'eau chaude sanitaire, on peut baisser un peu les consommations en mettant un chauffe-eau thermodynamique, par exemple, mais on peut pas baisser beaucoup. Donc, la solution, ça serait d'utiliser la chaleur du soleil pour chauffer cette eau. Donc, c'est ce qu'on appelle le solaire thermique. Alors, comment ça marche? Il y a des panneaux qui sont sur le toit de la maison qui récupèrent la chaleur émise par le soleil, par rayonnement. Donc, au niveau dimensionnement, il faut à peu près 1 mètre carré de capteur par personne dans le logement. Parce que plus on est nombreux dans le logement, plus on a besoin d'eau chaude sanitaire, surtout pour les douches. Ensuite, donc cette installation, en moyenne, elle permet de couvrir entre 50% et 70% des besoins annuels d'eau chaude sanitaire. Donc, comment ça fonctionne? On a un ballon d'eau chaude qui doit être plus volumineux qu'un cumulus standard. En général, ils font 400 litres. Donc, l'eau chaude circule dans un circuit. Enfin, l'eau circule dans un circuit. C'est de l'eau glycolée, hein, c'est pas de l'eau simple. C'est adjuvanté de glycol pour la rendre plus caloporteuse, pour qu'elle transporte plus d'énergie, plus de chaleur. Donc, elle va dans les panneaux, elle est chauffée par le soleil et ensuite elle redescend dans le ballon. Et dans le ballon, au pied du ballon, il y a un serpentin qui chauffe l'eau chaude sanitaire. Alors pourquoi il est en bas? Parce que comme la chaleur monte, en fait, si on chauffe l'eau qui est en bas,
eh ben, c'est toute l'eau du ballon qui va être chauffée. Parce que comme c'est une énergie gratuite, autant chauffer le plus d'eau possible pour que ça profite plusieurs jours. Ensuite, pour le restant des besoins, donc c'est 30 à 50%, il faut un chauffage d'appoint pour cette eau sanitaire. Donc c'est soit par la chaudière existante, qui peut être gaz, fuel ou la pompe à chaleur même, ou une résistance électrique. Et si c'est une résistance électrique, ou même si c'est une chaudière, le serpentin il va être en haut du ballon, parce que c'est de l'appoint, et il faut que ça chauffe seulement l'eau chaude qu'on a besoin, dont on a besoin, pardon. Parce que si par exemple un jour il n'y a pas de soleil et c'est la résistance qui prend le relais, ça ne sert à rien qu'elle chauffe tout le ballon pour 2 ou 3 jours, alors que le lendemain il y aura peut-être du soleil, donc il faut vraiment que ça soit au coup par coup. Et le but c'est d'utiliser le moins possible d'électricité ou d'énergie fossile et le plus possible de solaire. Donc les capteurs, les panneaux, donc c'est des capteurs soit capteurs plans, donc ça ressemble un peu à un panneau photovoltaïque, ce qu'on voit le plus souvent, c'est un peu plus épais. En fait, c'est une vitre et dessous, il y a un serpentin, la plupart du temps en cuivre. Et donc, l'eau qui circule dans le serpentin est chauffée par le soleil. Ensuite, elle redescend dans le ballon. Le deuxième système, c'est des capteurs sous vide. Donc, c'est un peu pareil. Il y a des tubes en cuivre ou en aluminium, mais qui sont dans des tubes en verre sous vide. Alors, l'avantage de ce système, c'est qu'il peut capter le soleil un peu dans toutes les directions. Et le tube sous vide permet d'isoler les tuyaux où il y a l'eau glycolée. Donc, ça permet un meilleur rendement. Après, c'est un peu plus cher. Donc, les deux technologies sont à peu près équivalentes. Le plus courant, c'est les capteurs plans. Les capteurs sous vide sont un peu plus utilisés en haute montagne parce qu'ils évacuent, enfin, ils retiennent un peu moins la neige, donc c'est un peu mieux. Alors, les points clés pour une installation réussie, donc c'est l'orientation de la toiture. Plein sud, c'est l'idéal parce qu'il y a plus de soleil au sud. Alors, il faut éviter le nord, bien sûr, mais pour du solaire thermique, on peut installer des panneaux plein est ou plein ouest, contrairement au photovoltaïque. Parce que, par exemple, si on prend le cas du plein est, donc les panneaux vont être exposés au soleil tout le matin et ça suffira pour chauffer une bonne partie du ballon. Et même s'il n'y a pas de rayonnement l'après-midi, c'est pas grave, il y aura assez d'eau chaude pour 1 ou 2 jours. Donc pour les maisons qui ont 2 pans orientés est et ouest, c'est pas rédhibitoire. L'inclinaison de la toiture, donc de 20 à 60 degrés. Si les panneaux sont plein sud, plus ils sont verticaux, mieux c'est, parce qu'ils vont plus capter les rayons du soleil d'hiver, parce que le soleil est rasant l'hiver, et ils vont moins capter de soleil l'été, ce qui est mieux, parce que souvent l'été, on a moins de besoin déjà, et si ça chauffe trop, l'eau glycolée peut s'endommager et elle va caraméliser en fait. Donc, faut pas que faut pas que les panneaux soient plats. Bien sûr, il faut absence d'ombrage en toiture. Si on est orienté plein sud et qu'on a un arbre juste devant, bah, ça ne sert pas à grand-chose. Et il faut bien dimensionner l'installation. Si elle est sous-dimensionnée, ben, c'est dommage, ça ne va pas chauffer assez d'eau et l'appoint va intervenir trop souvent. Et si elle est surdimensionnée, ben, il y aura plus de problèmes enfin, l'eau glycolée va caraméliser plus facilement en fait. Ça va trop chauffer. Le ballon, il va être à température. Du coup, la chaleur de l'eau glycolée ne va pas s'évacuer dans le ballon et ça va chauffer et ça peut atteindre des températures assez élevées, autour de 80 degrés, hein. Donc, est-ce que c'est rentable? Alors, si on regarde dans le détail, la rentabilité, elle dépend de la complexité de l'installation et de son coût. Donc, le coût, il est corrélé à la complexité. La rentabilité dépend du prix de l'énergie auquel il se substitue. Parce que si l'énergie solaire vient en remplacement d'une énergie pas chère, bah, ça sera moins rentable. Donc ça sera beaucoup plus rentable si on remplace du propane, par exemple, qui est l'énergie la plus chère. Ça dépend de la hausse du prix des énergies, bien sûr. Et ça dépend aussi des subventions du moment. Alors, les subventions, il y a à peu près 100 € de certificats d'économie d'énergie. Donc, ça, c'est les entreprises polluantes qui vous rachètent vos économies d'énergie pour éviter de payer des taxes. Donc, c'est pas grand-chose, 100 euros. Par contre, il y a ma prime rénov', donc ça, c'est l'aide de l'État qui dépend des revenus.
Donc ça peut aller de 0 pour les revenus supérieurs à 4 000 € pour les revenus très modestes. Il peut y avoir aussi des aides locales. Donc il faut voir communauté de communes par communauté de communes. Et ça, il faut nous contacter pour qu'on vous donne les informations. Et pour savoir si c'est rentable, enfin, il y a un moyen qui est assez simple, c'est si vous êtes, ça dépend vraiment de vos besoins de choses sanitaires. Donc si vous êtes plus de 4 dans le logement, c'est rentable, et moins de 4, ça commence à être compliqué. Donc il faut avoir des besoins de choses sanitaires un peu conséquents. Donc il y a une autre possibilité aussi de récupérer la chaleur solaire, c'est d'avoir du chauffage solaire. Donc là, c'est carrément l'eau chaude de notre chauffage central qui est chauffé, donc soit radiateur, soit plancher chauffant. Donc ça peut couvrir entre 20 et 50% des besoins de chauffage et d'eau chaude sur toute l'année. Donc quand on fait chauffage, on fait aussi eau chaude sanitaire. Donc c'est un dimensionnement qui est un peu différent, c'est beaucoup plus grand. C'est un nombre de mètres carrés à calculer en fonction des besoins de chauffage, donc en fonction de la surface de la maison et de son niveau d'isolation. Donc là, l'idéal, c'est vraiment que les panneaux soient plein sud et que l'inclinaison soit proche de 60 degrés, donc pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et c'est application plutôt en neuf, parce on peut choisir d'avoir un toit plus pentu quand on choisit ce système, mais c'est adapté aussi en rénovation. Et c'est plutôt pour chauffer doux. On ne va pas pouvoir chauffer, si on revient de vacances et que la maison est très froide, on ne pourra pas chauffer avec une forte intensité. L'eau chaude, enfin, elle est moins chaude qu'avec une chaudière. Et il y a plusieurs systèmes. Alors, c'est soit on fait comme tout à l'heure, on chauffe un ballon. Il y a un serpentin, l'eau glycolée chauffe un ballon dans lequel il y a l'eau du chauffage central. Soit il y a un autre système où c'est carrément l'eau glycolée qui va directement dans les radiateurs. Là, ça permet un meilleur rendement, mais c'est un peu plus cher et un peu plus compliqué à mettre en place. Il faut avoir les radiateurs aussi adaptés. Alors, on va faire une petite séance de questions-réponses. Sylvain, je ne sais pas s'il y a des questions qui Il concernent y en ce a, il y en sujet. a, il y en a, il y en a. Juste pour compléter, là, c'est vrai que sur la partie chauffage solaire, ça va être beaucoup plus sur des toits pentus, donc on va trouver ça beaucoup plus en Savoie, Haute-Savoie, c'est-à-dire que là où on a des toits pentus pour faire tomber la neige, et c'est vrai qu'en région lyonnaise, en tout cas, c'est quand même beaucoup moins développé. Ouais, et j'ai Alors oublié de préciser, c'est qu'en montagne, on est souvent au-dessus des nuages. Donc, même s'il fait très froid, on a quand même pas mal de soleil, plutôt plus qu'en plaine en fait. Donc, ça, même quand il fait très froid, il peut faire 0 degré, et le chauffage solaire est actif parce que le rayonnement est là quand même. alors dans les questions qu'on nous pose, donc on a plutôt besoin d'eau chaude en hiver. Comment ça se passe notamment, sur le risque de surchauffe des panneaux en été? Eh ben, c'est ce que je disais, il faut faire attention à ne pas surdimensionner l'installation. Et après, le glycol, alors il caramélise un peu. Enfin, faut que ça monte vraiment en température, hein. Mais il y a pas de, si c'est bien dimensionné, il y a pas de grand risque. Après, il peut y avoir, je crois, des boucles de délestage. Il y a des gens C'est ça. Alors qui c'est plutôt pour le chauffage, pas pour l'eau chaude sanitaire, ouais. parce que c'est des petits panneaux quand même. Pour le chauffage, comme c'est des grandes surfaces, il y a soit des boucles de délestage, donc c'est des tuyaux qui sont enterrés dans le jardin et qui chauffent un peu les vers de terre, soit la chaleur elle est accumulée dans le ballon et la nuit, l'eau circule encore la nuit et ça évacue la chaleur par le toit, par les panneaux en fait. Mmh. Puis il y a aussi des gens, pour ceux qui ont des piscines, qui peuvent en profiter pour chauffer, Voilà, la piscine aussi. Donc voilà, on nous dit qu'il est intéressant d'avoir une installation auto-vidangeable pour éviter cette caramélisation en période de vacances. c'est ça, ouais, c'est du coup avec la dilatation du liquide, il y a une sorte de trop-plein en fait et Mmh. ça peut se vidanger. Alors autre question, quelqu'un qui a une toiture noire en ardoise, qui capte beaucoup la chaleur en été et qui nous demande si les panneaux peuvent avoir une vertu isolante. Euh, un petit peu, ça va mettre votre toit à l'ombre, mais c'est pas. Faudra vraiment couvrir votre toit de panneaux. Là, ça peut avoir un intérêt, mais ça, c'est dans le cas du chauffage solaire. Ouais, parce qu'en C'est un gros, petit impact, oui. un chauffe-eau solaire classique, c'est à peu près 4 m². C'est C'est ça, oui, ça sûr n'a pas que c'est d'impact. pas 4 m² qui vont fondamentalement changer. Voilà. Après, on commence à entendre parler aujourd'hui de cool roofing, donc d'entreprises qui peignent les toits en blanc.
Mmh. Donc après, bon, il faut avoir les autorisations, mais ça sera certainement beaucoup plus efficace. Voilà. Alors, on me demande si sur un toit plat, on peut mettre des capteurs sur des supports inclinés. Oui, 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 c'est comme le photovoltaïque. Il y a ça, on le voit souvent pour les entreprises, en fait, qui ont besoin d'eau chaude. Donc j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais il y a ça peut être des fromageries, enfin, ou même des entreprises industrielles, hein, des teintureries qui ont besoin de beaucoup, beaucoup d'eau chaude et elles peuvent avoir beaucoup de panneaux en toiture, ça peut être très rentable pour elles, oui. On le Ou voit sinon beaucoup sur des logements sociaux en toit terrasse. ouais, c'est ça, oui. On le voit beaucoup aussi à la Confluence, là, sur l'écoquartier de la Confluence, où vous avez, alors évidemment, faut pouvoir accéder au toit pour les voir, mais il y a beaucoup de capteurs thermiques sur châssis et de panneaux photovoltaïques. Et ça se voit beaucoup en Europe du Sud ou au Maghreb. On voit souvent des panneaux, ils sont posés verticalement leur ballon, il est au-dessus parce qu'eux, ils ont pas de problème de froid l'hiver. Du coup, l'eau chaude, elle est maintenue en haut. Et quand on va en Grèce ou en Algérie, au Maroc, quasiment toutes les maisons en ont un. Ouais, ce qu'on appelle les systèmes en thermosiphon. Voilà. Dans les Antilles françaises, il y en a beaucoup aussi. Il n'y a pas de problème de froid en hiver, du coup, le ballon peut être à l'extérieur de la maison. Alors, on nous demande si l'installation est réversible l'été comme la climatisation, comme les pompes à chaleur. Non, Ça ne marche pas. non, non. Non, elle a eu, il y a, enfin, il y a un système qui existe, mais qui ne s'est pas développé plus que ça, qui doit être encore coûteux, qui est de la climatisation solaire, avec des tubes sous vide. Mais c'est vrai que moi, ça fait depuis que j'ai démarré dans le métier que j'en entends parler. Et j'ai pas l'impression qu'en 20 ans, ça se soit beaucoup développé. Donc, je sais qu'il y a quelques endroits où c'est équipé en phase test, parce que dans l'idée, faire du froid à partir du chaud, c'est plutôt une très bonne idée. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui s'est démocratisé aujourd'hui. Mm. Alors, si on nous demande si on a déjà couplé des capteurs thermiques à une installation d'eau chaude solaire collective en immeuble. Pardon, excuse-moi, j'ai pas écouté. Si en gros, si c'est possible de coupler des capteurs thermiques à une installation d'ECS collective en immeuble, Oui, bien sûr, oui, ça existe, oui, oui, ça oui. se fait. Puis c'est même bien parce que les ballons, déjà, ils sont gros. Il y a des gros besoins de chauffage, donc oui, oui, ça peut être très intéressant, oui. Bah, c'est même quasiment toujours comme ça en fait. Ça se fait. Enfin, on a un certain nombre d'installations qu'on suit depuis des années qui se font sur ce principe-là. Mm. Alors, hop, donc quelqu'un qui nous dit que qu'on lui a déconseillé d'installer ce type de système lié au coût de maintenance et de remplacement de l'eau glycolée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on nous demande quelles sont les marques qui font du chauffage solaire pour des maisons individuelles. Chauffage solaire, il y en a quelques-unes. Euh, Là, de mémoire, je ne saurais pas vous en citer. On pourra peut-être transmettre les infos plus tard. Après, enfin, nous, comme on veut rester indépendant, on n'oriente pas trop vers des marques. Ça doit pouvoir se trouver sur Internet ou sinon, il faut nous rappeler, puis on vous donnera les informations. Je sais Ouais. pas si toi, tu en as en tête, Sylvain. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas remis le nez dedans. À l'époque, il y avait Clipsol qui était connu pour son PSD, son plancher solaire direct. Bon, il y en a d'autres qui sont venus, mais c'est vrai que sur notre territoire, on n'a pas beaucoup d'exemples de Oui, réalisation ça. parce que les toits sont pas assez pentus. En fait, pour faire du chauffage solaire, bah, comme le soleil en hiver, il est bas sur l'horizon, il faut que les capteurs soient le plus pentus possible. Et c'est vrai que dans notre secteur, c'est pas vraiment le cas. Ouais. Et pour donner un ordre de prix, on l'a pas fait. Je parlais tout à l'heure de l'eau glycolée qui allait directement dans les radiateurs, donc c'est un des meilleurs systèmes, et ça coûte autour de 20 000 euros, donc c'est assez onéreux quand même Mm. pour le chauffage. Alors, on demande si on peut coupler un chauffage solaire avec une chaudière bois. Oui, bien sûr. Bois granulé. En fait, techniquement, oui. Après, ça fait investir dans deux systèmes, quoi. Mm. Et enfin le bois étant pas cher, ça sera moins rentable, mais tout dépend du niveau des aides, de la consommation aussi. Moi, c'est ce que j'ai chez moi, chaudière granulée et chauffe et saisie, donc chauffe-eau solaire individuel.
Ouais, c'est vrai que plus souvent, on va avoir un couplage, chaudière bois et chauffe-eau solaire, ce qui évite de brûler du bois en plein été juste pour faire de l'eau chaude sanitaire. Voilà, et ça Heu, soulage la chaudière comme ça, quasiment 6 mois dans l'année, elle démarre pas en fait. ouais. Par contre, on aura rarement et des systèmes de chauffage, solaire et des chaudières automatiques. Éventuellement, on peut avoir un chauffage solaire avec un appoint bois, mais pas forcément, au prix d'une chaudière auto avec le silo, avec tout le reste, quoi. Oui, oui. Après ça dépend aussi de la surface du logement. Il est vrai qu'aussi parfois en Savoie, Haute-Savoie, on a des maisons qui sont, de taille beaucoup plus importante. Alors on nous demande, le prix moyen d'une installation sans les différentes aides. Et ben, c'est ce que je vous disais, ouais, chauffage solaire, c'est autour de 20 000 euros. Et chauffe-eau solaire, c'est entre 8 et 10 000 euros. Est-ce que l'eau glycolée doit être changée régulièrement? Et ben, faut faire un appoint, mais elle doit pas être changée. Si c'est bien dimensionné, il n'y a pas de raison de la changer trop souvent. Ouais. Hop. Alors dans certains cas, oui, effectivement, on peut parfois poser des panneaux au sol pour incliner les panneaux Oui, alors correctement. vigilance aux ombres portées des arbres. Ouais et puis dans certains endroits, on est soumis aussi aux autorisations des Bâtiments de France quand on est à moins de 500 mètres d'un bâtiment classé Mm. et que voilà, c'est pas forcément, en termes d'intégration toujours super esthétique, donc parfois ça peut bloquer. Alors, on a une question sur, ce qu'on pense du solaire hybride photovoltaïque aux chaudes sanitaires. Je crois qu'on a une diapo là-dessus à la Ouais, à la fin, on a une diapo donc qui. on garde la question pour un peu Ouais. plus tard, on en reparlera tout à l'heure. Alors, avez-vous déjà eu le cas de rafraîchir avec un stock d'eau de pluie en sous-sol et un échangeur au lieu d'une clim? Non, ça je connais pas. Après, rafraîchir avec de l'eau qui serait à 15 degrés, enfin 17 degrés, c'est pas. On va pas rafraîchir énormément. Je connais pas ce système. Non, après, en peut-être en plus simple, il y a les enfin, en tout cas, sur du neuf, il y a les puits canadiens ou puits provençaux qui permettent de gagner en hiver et de gagner en été. Voilà, ça rafraîchit l'air. Mmh. Alors, quelle est la proportion de la consommation de chauffage central qui peut être couverte par une installation solaire? Et ben de 20 à 50%, comme je l'ai dit dans la diapo. C'est vrai Ça que dé- généralement dans la région, on va être à peu près, pas loin de 50, hein, on peut arriver, Surtout en montagne, on s'approche des 50 avec des pentes bien inclinées. ouais. Ça dépend aussi des besoins de chauffage. Si on a des petits besoins de chauffage, on va être proche des 50%, mais du coup, l'intérêt financier est moins grand aussi. Mmh. Donc là, on en revient au fait que de toute façon, il faut travailler sur l'isolation avant même de penser système de Exactement. chauffage ou d'eau chaude sanitaire. On nous demande quelles sont les conditions d'obtention de la prime rénov'. Bah, faut que la maison ait plus de 15 ans. Après, c'est conditions de. Enfin, il faut que ça soit la résidence principale. Il y a des conditions de ressources. Donc, pour toutes ces questions, vous pouvez nous contacter. On vous répondra directement quel montant d'aide vous pouvez prétendre. Donc, le plus important, ouais, c'est que la maison ait 15 ans et que ce soit la résidence principale. Alors, on demande si le chauffage solaire est plus rentable qu'un ballon thermodynamique. C'est à peu près équivalent. L'investissement est plus important pour le solaire, mais la durée de vie n'a rien à voir. Enfin, c'est en commune mesure. C'est très long la durée de vie en fait. Ça peut être 40 ans, hein. Après, il peut y avoir le ballon à changer avant, mais ça peut être très long. Un chauffe-eau thermodynamique, c'est 2 fois moins cher, on va dire. Mais sa durée de vie, elle est assez courte, hein. C'est assez fragile. C'est plutôt autour de 10 ans, 10-15 ans, un chauffe-eau thermodynamique. Et la rentabilité, c'est un peu pareil, hein. Si vous êtes moins de 4, ça vaut pas trop le coup d'avoir un chauffe-eau thermodynamique. Donc voilà, on nous demande si on peut faire une installation solaire dans un immeuble de plus de 100 lots pour Oui. alimenter chaque propriétaire. Bah, c'est vrai que s'il y a une production d'eau chaude centrale, on peut raccorder assez facilement des panneaux dessus. Mm. On a un certain nombre sur nos deux territoires respectifs d'immeubles qui sont déjà équipés. Alors, comme on a à peu près fait les questions, je te propose d'enchaîner sur le On va continuer, ouais. photovoltaïque. Alors, l'électricité solaire, donc photovoltaïque.
Donc, qu'est-ce que c'est que le photovoltaïque? C'est transformer le rayonnement solaire, donc les photons, en électrons. Donc, c'est des panneaux qui vont être posés sur le toit souvent. Donc, le soleil va éclairer ces panneaux, donc va projeter des photons. Les photons vont exciter les électrons qui vont se mettre en mouvement et qui vont créer un courant. Donc, c'est un courant continu qui va être transformé en courant alternatif pour être consommé sur place ou injecté sur le réseau. Donc l'ensoleillement, il est variable, mais prévisible et constant, enfin à peu près constant d'une année sur l'autre. Donc on dit que c'est une énergie intermittente, mais il faudrait plutôt dire variable, parce qu'on sait qu'il y a du soleil la journée et pas la nuit, donc ça c'est connu d'avance. On connaît la course du soleil au millimètre près n'importe quel jour de l'année. La lumière du soleil, c'est du 3 en 1. On a un éclairage direct, un éclairage diffus. Donc, même quand il y a des nuages, il y a quand même un éclairage. Alors, bien sûr, les panneaux vont produire beaucoup moins, mais ils vont quand même produire. Et il y a un éclairage indirect. Donc, c'est la réverbération, surtout sur l'eau et la neige. Donc, pour une production optimale, 100% de la capacité, il faut être plein sud et orienté à peu près à 20-30 degrés, enfin incliné à 20-30 degrés, pardon. Et dès qu'on s'écarte, on perd un peu de production. Par exemple, si on est plein sud mais vertical, on a 70% de la production optimale. À 45 degrés est-ouest, on aura 95%, etc. Donc ça, on peut le calculer à l'angle près, on calcule la production des panneaux photovoltaïques et c'est assez fiable. Donc, les éléments d'une installation photovoltaïque. Donc, en premier lieu, il y a les panneaux qui sont fixés à des rails et qui sont eux-mêmes fixés à des pattes de fixation fixées sur les chevrons. Donc, quand c'est une toiture tuile, c'est assez simple à installer. Il suffit de fixer la patte de fixation entre deux tuiles. On fixe le rail, on fixe les panneaux et c'est fini. Enfin, après, il faut faire le raccordement électrique qui est assez simple aussi. Donc ensuite, je vous disais, il y a un onduleur qui va transformer le courant continu en courant alternatif. Et ensuite, il y a les compteurs. Donc soit, je vous expliquerai tout à l'heure, soit il faut un compteur Linky, soit il en faut deux. Et donc ensuite, l'électricité est soit les électrons, ils vont toujours au plus court en fait. Donc quand vous consommez, ils vont aller directement dans vos appareils. Et tout ce qui n'est pas consommé sur place, c'est injecté sur le réseau et c'est vos voisins qui le consomment. Donc les supports et les panneaux, donc comme on voit là, ils ont installé les rails et ils ont installé les panneaux dessus. Donc l'image du dessous, c'est des tuiles, comme je vous disais. Là, c'est un peu trompeur, c'est pas des vraies tuiles, c'est du bac acier, c'est une imitation. Donc là, il y a des supports qui sont adaptés en fait pour se fixer sur toutes les toitures possibles. Donc là, il y a un support qui est adapté pour se fixer sur du bac acier imitation tuile. Ensuite, l'onduleur. Alors, ça ressemble à ça. Donc, en haut, on a un onduleur centralisé. Donc, c'est grand comme une tour d'ordinateur. Et il y a un seul onduleur par installation. L'autre option, c'est d'avoir des micro-onduleurs. Donc, c'est des petits onduleurs qui sont fixés sous les panneaux. Et donc, il y a soit un micro-onduleur par panneau, soit un micro-onduleur pour deux panneaux. Euh, alors là, aujourd'hui, on voit plutôt des micro-onduleurs pour le résidentiel. Parce que c'est un peu mieux, parce que quand il y a des ombrages, par exemple, s'il y a un panneau qui est à l'ombre et qu'on a un onduleur centralisé, en fait, tous les panneaux vont produire autant que celui qui produit le moins. Donc, s'il y en a un qui est à l'ombre, c'est comme si toute l'installation était à l'ombre. Alors qu'avec des micro-onduleurs, chaque micro-onduleur va gérer son panneau. Et donc, il n'y a que le panneau qui est à l'ombre, par exemple l'ombre d'une cheminée, qui va produire moins et tous les autres, ils vont produire à leur maximum. L'autre avantage du micro-onduleur, c'est que s'il y en a un qui tombe en panne, eh ben, il n'y en a qu'un à changer et ça coûte de 2 à 300 euros. Alors que si l'onduleur centralisé tombe en panne, ben, il faut le changer et ça coûte environ 2000 euros. Alors, sur la durée de vie d'une installation, il y a de très très grandes chances d'avoir à changer au moins une fois l'onduleur. Alors que les micro-onduleurs, la plupart peuvent aller au bout et puis s'il y en a deux, trois à changer, c'est pas très onéreux. Alors, petite question, quel est le temps de retour énergétique d'un panneau photovoltaïque?
Est-ce que vous pensez que c'est 1 an, 4 ans, 15 ans ou 30 ans? Alors, vous pouvez répondre rapidement sur le chat ou sinon répondez dans votre tête et je vais vous donner la solution tout de suite. Donc, c'est 1 an la réponse. Donc, c'est le temps que met le panneau à produire la même énergie, enfin autant d'énergie qu'il a été nécessaire pour sa fabrication. Donc, c'est très très court. Et alors, si on regarde en détail, la plus grosse, l'étape qui nécessite le plus gros besoin en énergie, c'est la fonte du silicium, en fait. C'est de faire le silicium. Et après, tout le reste, c'est assez sobre en énergie. Même le transport, avec des panneaux qui peuvent, enfin certains panneaux qui peuvent venir de Chine, ça prend une part pas très importante, en fait. Et rapporté à la durée de vie d'un panneau, 1 an par rapport aux 30-40 ans de sa durée de vie et de ce fonctionnement, c'est très très peu. Donc la durée de vie d'une centrale en détail, donc les panneaux, ils peuvent aller de 20 à 40 ans. Donc aujourd'hui, c'est plutôt entre 30 et 40 ans, hein. Alors il faut savoir que c'est une technologie qui est assez jeune, hein. Les plus vieux panneaux qui sont raccordés au réseau en France, ils ont à peine plus de 20 ans. Donc il y a toutes les vieilles installations qui ont 20 ans, en fait, elles produisent, elles sont encore en fonctionnement et elles produisent ce qu'il était prévu qu'elles produisent. Donc tout est conforme à ce qui est prévu. Et là, on pense que les panneaux ils vont avoir une durée de vie plus importante parce que la technologie s'est améliorée. Donc ça va être plutôt 30-40 ans. L'onduleur, alors c'est marqué 10-20 ans, c'est plutôt pour un onduleur centralisé. Aujourd'hui, on en voit qui sont même garantis 20 ans. J'en ai vu un la semaine dernière, garanti 20 ans, un onduleur centralisé. Et les micro-onduleurs sont garantis 25 ans. Donc leur durée de vie, ça va être 30-35 ans aussi. Et pour avoir un ordre de grandeur, ben, un réseau électrique, sa durée de vie, c'est 40 à 80 ans. Donc la question classique qui revient souvent, est-ce que les panneaux photovoltaïques sont recyclables? Alors oui, c'est recyclable à plus de 90%. Déjà parce qu'un panneau, 90% de sa masse, c'est du verre et de l'aluminium. Et le verre et l'aluminium sont recyclables à 100%, avec des filières très bien organisées. Ensuite, le reste, bah, c'est des éléments électroniques, donc c'est aussi recyclable, hein, les conducteurs en aluminium, argent ou cuivre. Ensuite, il y a le silicium qui aujourd'hui n'est pas très recyclé, mais c'est une infime partie de la masse. Et on sait aujourd'hui séparer ce silicium du plastique qui l'entoure, et bientôt, ça sera recyclé. Et en fait, plus les éléments coûtent cher, plus c'est recyclé. En fait, quand c'est plus cher de recycler un élément que d'acheter du neuf, bah, on achète du neuf, ce qui est dommage, mais bon, c'est comme ça. Et là, on voit que les prix des matériaux augmentent, donc tout ce qui est recyclé, ça va devenir de plus en plus pertinent. Et la filière est vraiment organisée. La filière photovoltaïque, c'est une des rares où il y a une obligation de recyclage. Donc, il y a un organisme qui s'appelle Soren. Et donc, soit c'est des grandes installations, et donc on appelle Soren et il se charge du démantèlement et du recyclage. Soit si vous avez, par exemple, un panneau qui tombe en panne, et ben il y a beaucoup de déchetteries qui les récupèrent gratuitement. Enfin, ils sont obligés de les accepter. Donc, le coût d'une installation, donc, fournie posée par un artisan RGE, pour avoir le droit de se raccorder. Donc, les plus petites installations, elles font 3 kW crête. Donc, ça, c'est la puissance. Et la taille, c'est à peu près 15 mètres carrés. En dessous, c'est pas très rentable. C'est environ 8 000 euros. Alors ça, c'est plutôt la fourchette haute en fait. On voit des installations à 6 000, 5 000, 7 000 euros et le prix est en constante baisse. Pour une installation de 6 kg qui correspond à 30 mètres carrés, c'est environ 14 000 euros. Et 9 kg, qui est l'installation la plus grande qu'on peut mettre en résidentiel, c'est environ 19 000. Là, c'est pareil, c'est une fourchette plutôt haute. Alors pourquoi 9 kilos, c'est le plus grand, ça correspond à 45 mètres carrés. C'est que si on dépasse 9 kilos, le tarif d'achat, il chute. Il passe de 20 à 14 centimes. Et du coup, si vous mettez 10 kilos, vous allez perdre de l'argent. Ça va être beaucoup moins rentable que 9 kilos. Et avant de retrouver une rentabilité, il faut s'approcher des 36 kilos, ce qui correspond à 200 mètres carrés.
Donc c'est plus pour des copros, des hangars. Enfin, c'est pour les maisons, ça commence à être rare, des pans de toiture de 200 mètres carrés. Il y a un surcoût si vous voulez une intégration au bâti, mais c'est fortement déconseillé. Ça se faisait avant parce que c'était subventionné, parce que c'était plus esthétique. Mais aujourd'hui, enfin, il y a eu beaucoup de problèmes d'infiltration. Donc, c'est vraiment à déconseiller. Et en plus, les panneaux, quand ils sont intégrés au bâti, ils sont moins ventilés. Parce que quand ils sont en surimposition, il y a une lame d'air entre le toit et le panneau. Et un panneau, c'est contre-intuitif, mais plus il chauffe et moins il va produire. C'est comme n'importe quel composant électronique. Quand il chauffe, les électrons ils circulent moins vite, donc il produit moins. Donc là, ce qui est important à savoir, c'est que c'est ces ordres de grandeur de prix, parce que l'arnaque principale dans le photovoltaïque, en fait, c'est le prix. Enfin, si vous faites faire des devis ou si vous faites des marchés, enfin, surtout dans le démarchage, vous allez voir des installations à 3 kilos à 20 000 euros. Donc là, vous savez qu'il vaut mieux éviter, parce que vous pouvez payer 8 000, donc c'est quand même un peu mieux. Voilà, donc la vigilance sur les tarifs. Donc, quand on installe des panneaux, il faut choisir entre deux modèles économiques. Donc, j'insiste bien sur le fait que c'est des modèles économiques et financiers. Donc, en sorte, c'est un bilan comptable à la fin de l'année pour savoir combien EDF Obligation d'achat va vous donner. Donc, physiquement, les électrons, ils vont toujours au plus court. Donc, c'est toujours vous qui allez consommer les électrons produits, vous et vos voisins, même en vente en totalité. Donc là, c'est le premier modèle, la vente en totalité. Donc, vous vendez toute votre production à EDF Obligation d'achat à un tarif d'achat qui est à 23 centimes si votre installation elle est inférieure à 3 kg et à 20 centimes si elle est inférieure à 9 kg. Donc le but du jeu, c'est soit de se caler à 3 kg et vous avez 23 centimes, soit si vous dépassez les 3 kg, il faut aller à 6 ou 9 pour être un peu plus rentable. Donc c'est un prix qui est fixe, qui est garanti pendant 20 ans. Il ne peut ni monter ni descendre. Donc c'est une rentabilité qui est fixe et qui est facilement calculable parce que votre production, elle est très fiable. Votre production, elle est fiable, votre tarif, il est garanti, donc vous savez combien vous allez gagner pendant 20 ans, enfin sur 20 ans. Ensuite, le deuxième modèle financier, c'est l'autoconsommation avec vente du surplus. Donc tout ce que vous consommez en même temps que vous produisez, c'est déduit directement de la facture, parce que le branchement, il est un peu différent. Oui, j'ai oublié de vous dire, en vente en totalité, il faudra installer un deuxième compteur Linky qui va être là que pour mesurer votre production. Et ça coûte à peu près 1 000 euros supplémentaires. En autoconsommation, les panneaux ils sont branchés entre votre maison et le compteur. Donc si vous produisez les électrons, si vous consommez, pardon, les électrons ils vont au plus court, donc ils vont directement dans le lave-linge, dans les lampes et dans la télé. Et si vous produisez plus que vous consommez, le surplus il va passer par le compteur. Et là, le compteur il va compter les électrons qui vont dans l'autre sens. Et EDF va vous acheter ces kilowattheures à 13 centimes. C'est un peu moins élevé qu'en vente totale. Donc, vous gagnez sur les deux plans, la vente de surplus et les économies sur la facture. Donc, les économies, c'est à peu près 18 centimes du kilowattheure. Et l'avantage de ce modèle, c'est que comme le prix de l'électricité augmente de 3 à 4 par an, et ben, votre bénéfice, en gros, il augmente de 3 à 4 par an. Donc, votre rentabilité, elle dépend du taux d'autoconsommation que vous avez. Donc souvent, c'est à peu près équivalent. Ce qui fait pencher la balance, c'est quand vous avez plus de consommation, que vous avez une piscine, par exemple, qui va consommer l'été au moment où vous allez le plus produire, ou une voiture électrique aussi. Alors, les aides financières et incitations, il n'y a pas d'aide comme pour les travaux d'isolation. Donc, pas de C2E, pas de certificat d'économie d'énergie, pas de MaPrimeRénov' et pas d'éco-PTZ. Donc, c'est le prêt à taux zéro. Par contre, il y a le tarif d'achat qui est là. C'est une sorte d'aide parce que EDF vous achète tous les jours de l'année votre électricité à 20 centimes, par exemple, en vente en totalité, alors que sur le marché de gros, le prix de l'électricité fluctue et en plein été, quand il y a peu de demande et beaucoup de production, on arrive à des prix négatifs même. L'électricité est à zéro. Et là, EDF continue de vous l'acheter à 20 centimes. Donc, c'est une sorte d'aide.
Ensuite, il y a la prime à l'investissement. Si vous choisissez l'autoconsommation avec vente du surplus, donc cette prime, elle peut aller de 1 500 euros pour 3 kilos à 3 420 euros pour 9 kilos. Donc c'est dégressif, c'est en fonction du nombre de kilowatts crête que vous installez. Et elle est versée, elle n'est pas versée tout de suite, elle est versée à la fin de la première année de production, donc un an après le raccordement. Et c'est souvent aussi cette prime qui fait la différence entre la vente en totalité et l'autoconsommation qui sont souvent assez proches. Alors, on va faire un petit aparté sur les panneaux mixtes. Donc, c'est l'exemple de Dualsun. Donc, c'est une entreprise française qui produit ces panneaux à côté de chez nous, dans l'Ain. Donc, c'est un panneau hybride. Donc, il est composé de deux panneaux, en gros. Donc, la partie supérieure, c'est un panneau photovoltaïque standard. Et en dessous, au lieu d'avoir une plaque normale, il y a un panneau chauffe-eau solaire. Donc, le panneau du dessus va récupérer le rayonnement, il est semi-transparent et puis il va chauffer aussi, donc ce qui va chauffer le panneau comme un panneau chauffe-eau solaire en fait. L'avantage de ce système. Alors, on a visiblement un plantage du côté de notre intervenant. Va produire un peu plus. Il y a eu une petite Voilà, donc coupure, il y a eu une petite coupure, on t'a pas entendu pendant 20 secondes, mais visiblement ça a l'air de refonctionner. Ou pas. alors, est-ce que tu m'entends? Voilà, c'est bon, vous Oui, m'entendez? ça y est, c'est bon. Donc, je disais, le panneau solaire thermique va refroidir le photovoltaïque et ça va permettre de plus produire. Donc, ça a certains avantages. Alors, pour bien choisir son installateur et éviter un peu les arnaqueurs, donc il y a l'annuaire RGE. Donc là, vous n'allez pas. C'est pas un gage de qualité en fait. Tous les installateurs qui installent des panneaux sont RGE. Sinon, vous ne pouvez pas être raccordé au réseau. Mais ça permet, cet annuaire, il est pratique. Vous mettez votre commune et vous faites une recherche de tous les installateurs sur un rayon de 10 ou 20 km. Comme ça vous donne tous les petits installateurs locaux. Et c'est vraiment conseillé de faire appel à eux plutôt qu'une grosse entreprise nationale ou une entreprise qui est basée à Paris, qui sous-traite. Il y a aussi des réseaux de professionnels du solaire, donc comme Technosolar et Insoco. Et aussi, il y a un réseau qui est intéressant, qui est local, c'est SolarCop. C'est une filiale d'une centrale photovoltaïque. Je vous dirai ce que c'est plus tard. Donc, c'est des citoyens qui ont créé cette société et maintenant ils ont des salariés. Donc, ils vendent des kits photovoltaïques si vous voulez installer vous-même, mais il faut que ça fasse moins de 3 kilos, donc moins de 15 mètres carrés. Et aussi, ils ont un annuaire, ils ont des accords, un partenariat avec des installateurs locaux dont ils garantissent le travail, le sérieux, et puis les prix sont dans les fourchettes que je vous ai indiquées. Donc, ça peut être intéressant de passer par eux. Et dans tous les cas, il faut faire 2 ou 3 devis pour comparer. Et si vous voulez vraiment avoir un conseil indépendant, ben, vous pouvez nous appeler, nous envoyer les devis, et puis nous, on les regarde, on vous aide à choisir, et on vous dit les avantages de tel ou tel devis, et puis on vous dit s'ils sont vraiment dans les prix. Donc maintenant, un petit focus sur les copropriétés. Alors pour installer des panneaux photovoltaïques ou solaires thermiques d'ailleurs, il faut l'adhésion des copropriétaires. Alors depuis pas longtemps, ça a été un peu simplifié. Il suffit maintenant d'avoir une majorité simple de l'article 24. Alors, l'article 25, ça dit qu'il faut simplement pardon, la majorité des présents à l'Assemblée générale. Donc, ce qui peut être pas trop compliqué à obtenir. C'est des toitures plus grandes, donc souvent plus intéressantes. On peut dépasser les 9 kg, comme je disais tout à l'heure, mais il faut s'approcher des 36 kW crête, donc 200 mètres carrés pour être rentable. Donc, c'est en gros soit être à 45 mètres carrés, soit dépasser les 150 mètres carrés. Entre les deux, ça ne sera pas rentable. Donc, les différents modèles économiques en copro, ils diffèrent un peu de chez le particulier, enfin en résidentiel, pardon. Donc, il y a la vente totale, ce qui est le plus simple et ce qui sera le cas le plus courant. Il peut y avoir l'autoconsommation individuelle, mais comme le propriétaire des panneaux, c'est la copropriété, donc ça sert qu'aux consommations des parties communes, donc l'éclairage, l'ascenseur, donc ce qui n'est pas grand-chose, donc souvent ça ne sera pas très rentable.
Il peut y avoir l'autoconsommation collective, donc pour chaque logement, plus vente du surplus en fait, dans tous les cas. Alors l'autoconsommation collective, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Il faut qu'il y ait une structure qu'on appelle AMO, c'est l'autorité morale organisatrice, et c'est elle qui va vendre, qui va répartir l'électricité produite et la vendre aux différents copropriétaires. Donc ça demande un peu de travail, un peu d'organisation, donc ça peut être un peu compliqué à mettre en place. Donc il y a le même système, mais en plus avec les parties communes. Donc ce sera toujours le cas en fait. Il n'y a pas de raison de ne pas mettre les parties communes dedans. Autant en mettre le plus possible. Et sinon, il y a un dernier modèle, c'est faire appel à un tiers investisseur qui va financer les panneaux, mais qui va garder l'électricité pour lui, enfin qui va la vendre lui-même. Et en dédommagement, en fait, il va louer la toiture. Donc c'est comme si la copropriété louait un garage à un artisan. En fait, là, elle va louer son toit à une entreprise. Et il peut y avoir des gains autour de 7 euros du mètre carré par an. Donc un exemple sur un immeuble, une copropriété qui s'appelle le Sisley. Donc c'est une orientation qui n'est pas géniale, qui est est-ouest. Oula, ça met dans le désordre. Donc, c'est une intégration en toiture pour des raisons architecturales. Il y a 45 logements. Cette installation, elle a coûté 56 800 euros. Elle date un peu aujourd'hui, elle coûterait un peu moins cher. Donc il y a une maintenance de 300 euros. La surface installée, c'est 164 mètres carrés, donc ça correspond à 90 panneaux de 400 watts crête chacun. Donc ça nous fait une puissance installée de 36 kW crête. Donc avec une installation, une orientation est-ouest, ce qui n'est pas l'idéal. Il vaut mieux plein sud. L'inclinaison du toit, c'est 30 degrés, donc c'est du standard, hein, c'est ce qu'on voit souvent dans les maisons aussi. Donc ça nous donne une production annuelle de 35,6 mégawattheures, donc c'est 35 000 kilowattheures, donc ce qui est assez important. Le tarif d'achat, s'il se raccordait aujourd'hui, ça serait 14,58 centimes du kilowattheure. Donc ce tarif d'achat, il a augmenté récemment. Donc là, on est dans une période où il est assez intéressant. Donc si on est en vente totale, ça ferait un gain de 5200, enfin, un revenu de 5 200 euros pour la copropriété par an, donc ce qui est assez intéressant. Et un retour sur investissement à 12 ans. Alors il pourrait être un peu plus court si les panneaux étaient plein sud avec une production un peu plus élevée. On peut arriver à des retours sur investissement à 10 ans. Sur des installations qui ont une durée de vie de 40 ans, c'est assez intéressant. Alors, comme je vous le disais, il y a possibilité d'avoir un tiers investissement et on approfondira ça un peu par la suite. Alors, différents outils pour évaluer le potentiel de votre toiture. Donc, sur le Grand Lyon, il y a ce qu'on appelle un cadastre solaire. Donc là, j'ai pris un exemple, c'est la mairie d'Oulin. Donc, c'est une toiture un peu compliquée. Donc, on est découpé là en différentes couleurs. Alors, quand c'est rouge, c'est une très bonne exposition. Et quand c'est bleu marine, c'est très mauvaise. Et là, j'ai cliqué sur un toit bleu ciel. Donc, ça nous donne la pente du toit, la surface, installation moyenne, irradiation moyenne, pardon. Donc ça donne un peu ce que ça peut produire. Et là, ça vous donne la courbe, la répartition annuelle. Donc, c'est marqué mensuel, mais c'est chaque mois correspond à un bâton. Donc on voit que juillet-août produisent plus. Donc c'est un outil assez intéressant. Ensuite, sur l'ouest lyonnais, il y a un autre cadastre solaire qui est fait par une autre société, donc il est un peu différent. Là, c'est plus c'est jaune et plus ça produit. Donc les toits sont découpés un peu moins finement, c'est plutôt dégradé, on va dire. Mais bon, il faut se référer à la surface. Là, on voit excellent. Il y a 43 mètres carrés qui sont excellents. Après, dans les deux cas, c'est une première approximation, c'est pas très précis. Pour avoir une vraie étude d'opportunité photovoltaïque, il faut soit faire appel à un artisan qui va vous faire l'étude, soit nous appeler en fait. Nous, sur rendez-vous, ça dure une demi-heure. On peut vraiment calculer quelle surface vous pouvez mettre sur votre toiture, combien vous allez produire, combien ça va vous rapporter, en combien de temps vous allez rembourser votre installation. Donc, on peut vous donner tous les conseils gratuitement. Pour aller plus loin, il existe des guides ADEME.
Donc, c'est accessible sur leur librairie, sur leur site internet, librairie.adem.fr. Donc, il y a plusieurs publications. Là, on en a mis deux, une sur le solaire thermique et une sur le photovoltaïque. Donc voilà, je vous ai parlé un peu des centrales citoyennes. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, le principe, en fait, c'est des collectifs citoyens qui ont pour ambition de promouvoir et produire une énergie décarbonée et locale pour répondre aux enjeux climatiques par et pour les citoyens. La plupart du temps, cette énergie décarbonée, ça va être du photovoltaïque, mais ça peut être de l'éolien ou des méthaniseurs ou des chaudières biomasse même. Donc, pour faire ça, ils vont créer des sociétés locales à gouvernance et actionnariat citoyen. Donc, souvent, c'est des SAS, dont les membres, enfin, le conseil de gestion, le président, ça sera des citoyens, et les actionnaires, ça sera aussi des citoyens locaux. Et donc, ils font des réunions publiques, ils récupèrent de l'argent d'actionnaires, et avec cet argent, ils financent des installations photovoltaïques sur leur territoire. Donc, souvent, c'est à l'échelle d'une communauté de communes. Donc, ils associent citoyens, collectivités et entreprises locales. Donc, l'intérêt de ça, en fait, c'est de plus on installe grand, moins ça coûte cher au mètre carré, en fait. Par exemple, une installation de 200 mètres carrés, au mètre carré, elle va coûter 2 fois moins cher qu'une installation de 45 mètres carrés. Et ça permet aussi de massifier la production d'énergie et de répondre à la transition énergétique, en fait. Parce que s'il n'y a que les particuliers qui installent sur leur toiture, c'est pas suffisant, en fait, pour répondre aux enjeux actuels. Donc là, pour exemple, on va regarder sur un gymnase de 1000 mètres carrés. Donc ça fait une installation de 120 000 euros pour une surface installée de 500 mètres carrés. Donc on imagine que c'est un gymnase à deux pans avec un pan sud de 500 mètres carrés. Ça correspond à 275 panneaux. La puissance installée, donc c'est 100 kW crête. Ça fait une production de 120 MWh, ce qui est assez intéressant. Le tarif d'achat, il est à 13 centimes. Et donc, le gain pour la société, enfin pour la centrale citoyenne, ça va être 15 850 euros par an, grâce à la vente en totalité à EDF, obligation d'achat. On a un retour sur investissement à 9 ans, ce qui est très court. Le gain au bout de 20 ans, il va être de 180 000 euros, ce qui est assez conséquent. Et si on est sur une location de toiture d'un gymnase, par exemple, mais ça peut être un hangar agricole ou industriel, ça peut être une école, ça peut être une grande copropriété. Ça ferait un gain pour le propriétaire au bout de 20 ans de 70 000 euros, ce qui est très intéressant pour une toiture qui est pas utilisée, enfin qui n'a aucun intérêt. Donc on gagne 70 000 euros, c'est vraiment bien. Et ça génère aussi des impôts pour la collectivité de 440 euros par an. Donc l'intérêt pour les actionnaires, enfin pour le grand public, on va dire, d'être actionnaire, c'est de pouvoir investir dans le photovoltaïque, même si on est locataire, si on est copropriétaire d'un immeuble où c'est pas intéressant, ou si tout simplement on a un petit toit qui est mal orienté ou qui a des ombrages, ou si on n'a pas assez d'argent pour installer une installation qui coûte 8 000 euros minimum. Si par exemple on veut investir 100 ou 1000 euros, on peut le faire, on peut acheter une action à 100 euros ou 10 actions, ce qui correspond à 1000 euros. Et puis, grâce à ces 1000 euros, la centrale, elle va faire aussi un prêt. Donc, avec ces 1000 euros, elle va emprunter 2000 euros supplémentaires. Donc, elle va pouvoir installer pour 3000 euros de panneaux photovoltaïques. Et 3000 euros, avec ces tailles-là, c'est comme si c'est comme si un particulier installait pour 6000 euros chez lui. Donc avec 1000 euros, on va produire autant que 6000 euros pour un particulier. Donc on produit 6 fois plus avec le même argent en passant par une centrale citoyenne. Donc on voit que c'est très intéressant. Alors les gains sont moins élevés si vous êtes actionnaire que si vous installez des panneaux chez vous. Le rendement, c'est autour de 3%. C'est ce qu'on constate un peu sur les centrales citoyennes qui ont été créées il y a quelques temps. Donc c'est quand même intéressant aussi. Et il n'y a aucun risque financier de perte d'argent. Donc les centrales, il y en a un peu partout dans le Rhône. Euh,
Donc, il y en a une sur la métropole de Lyon qui s'appelle Toit en transition. Alors ça, c'est l'association et la société, ils l'ont appelé 1, 2, 3 Soleil. Il y en a partout, sauf un peu dans l'Est lyonnais, sur la CCPA, CAVBS. Il y en a, je ne sais pas si elles sont totalement opérationnelles, comme Soleil en Beaujolais, qui s'est créé assez récemment, et Graines d'énergie, dont je fais partie, qui est en cours de création. Là, les statuts ont été rédigés, la société va être créée rapidement. Il y a déjà les premières études de toiture qui sont faites. Alors, les plus anciennes, ça doit être Centrale villageoise de la région de Condrieu. Ça doit être une des premières en France. Je me demande si ce n'est pas la première. Et il y a la CVPM sur Mornan, qui est une centrale assez grosse aussi. Mais vous voyez qu'on peut se rapprocher de la centrale de son territoire ou de son territoire voisin. Donc maintenant, on va passer au témoignage de Sylvain Alors, ça va sur être un son témoignage installation. assez rapide. Oui, Je ne sais pas si on m'entend bien parce que ça me dit que ma connexion est instable. moi je t'entends. Donc, moi, je me suis équipé en 2010. Donc, j'ai mis une centrale de 3 kilowatts crête. Alors, pourquoi il y a souvent on va dire, beaucoup de gens sont équipés de 3 kilowatts crête, c'est qu'en fait, on part du principe que des gens qui font des efforts de maîtrise de l'énergie, bah, on va dire que 3 kilowatts crête arrivent à peu près à couvrir la consommation d'électricité spécifique, c'est-à-dire hors eau chaude et chauffage. C'est pour ça qu'à l'époque, les aides allaient sur des centrales essentiellement de 3 kilowatts crête. Donc, je me suis équipé de 14 panneaux. Alors, c'est une intégration toiture. Alors, on aperçoit sur les bas-calus sur la gauche des panneaux. Donc, c'est une intégration avec bas-calus, avec un seul onduleur, donc un onduleur central qui, bah, jusqu'à aujourd'hui, fonctionne, et tant mieux. Plein sud. Donc, si on regarde, là, j'ai fait une petite extraction du cadastre solaire de la métropole de Lyon. Mes panneaux sont sur le rectangle rouge. Donc, je crois que je ne pouvais pas être plus au sud. La logique était complètement différente par rapport à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y avait des aides, donc j'avais touché du crédit d'impôt, il y avait un tarif de vente qui était nettement supérieur par rapport à aujourd'hui. Par contre, le prix des centrales était nettement supérieur aussi par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, Maxime vous a dit que les centrales de 3 kilowatts crête aujourd'hui, c'est à peu près 8 000 euros. Moi, à l'époque, j'avais payé 16 000 euros et j'avais des gens qui m'appelaient à l'agence qui avaient des devis à 25 000. Et qu'effectivement, 25 000 euros, il vaut mieux mettre cet argent-là dans de l'isolation par l'extérieur en matière de kilowattheure économisés. Ça va faire beaucoup plus que ce que va produire une centrale. Toujours est-il que donc je me suis équipé, que ça fonctionne relativement bien depuis. J'ai eu une année où j'ai eu une baisse de production et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes sur des boîtiers de connexion. Les connexions ont été refaites et c'est reparti de plus belle, tant et si bien que j'ai battu mon record l'an dernier. Alors bon, là, j'ai mis bon, production par année civile. Dans la réalité, mon contrat va du 15 septembre d'une année au 15 septembre de l'année suivante. Donc là, bah, j'ai facturé il y a quelques jours. Et c'est vrai que le record était, j'étais à 300 kWh de plus l'an dernier. Et c'est, je pense, en partie parce que on a eu un été qui a commencé au printemps quasiment. On a eu un très très fort ensoleillement au printemps et du coup, ça a fait une très bonne production. Alors c'est sûr qu'à titre individuel, on est généralement assez content quand c'est le moment de facturer. Je ne suis pas certain qu'à titre collectif, avoir des chiffres de production que j'annonçais il y a 20 ans pour la région de Marseille, avoir ces chiffres-là en région lyonnaise, je ne suis pas sûr que ça soit un très bon signe. Mais en tout cas, pour l'instant, ça fonctionne, et j'espère que ça va durer. Donc c'est vrai que quand j'ai démarré dans le métier à peu près 25 ans, on était sur des panneaux de petite puissance, hein, c'était du 50, du 100 watts. Ceux que j'ai, c'est du 210 watts et aujourd'hui, on est encore sur des panneaux, beaucoup plus puissants. On a aussi beaucoup gagné en production par mètre carré, ce qui fait qu'avant, il y a un certain temps, on avait un ratio assez simple. On disait, 1 kilowatt crête égale 10 mètres carrés égale 1000 kWh par an. En fait, aujourd'hui, enfin, moi, je suis plus près des
des 8 mètres carrés par kilowatt crête et je produis au moins 1 100 kWh, voire plus, chaque année. Donc voilà, les rendements s'améliorent et du coup les surfaces diminuent. Donc voilà, on va dire, c'est témoin d'une époque. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette logique-là, c'est plus du tout les mêmes tarifs de vente. Aujourd'hui, il y a l'autoconsommation qui est arrivée, donc voilà, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Aujourd'hui, c'est plutôt d'autres modèles économiques, et en tout cas, ce qui explique aussi qu'il y a moins d'aides, c'est que le prix a énormément baissé et pendant des années, vous aviez des entreprises qui vous vendaient des aides avant de vous vendre du matériel, qui vous demandaient, à quelles aides vous pouviez, prétendre avant même de vous donner le prix, avant de vous donner un devis. Donc voilà, comme on l'a dit, on cessera de le répéter, il faut faire marcher la concurrence, il faut demander aux gens des références, voir s'ils peuvent aussi, vous mettre en relation avec des particuliers déjà équipés et puis pas hésiter à demander à nos conseillers de jeter un œil là-dessus. Je te propose qu'on passe aux questions parce qu'il y en a beaucoup. Oui. Donc avant que tu développes, il y avait une remarque qui disait que le gain énergétique était très compliqué à estimer. Bon, comment faire le bon choix? Bah, c'est vrai que ça, tu as donné des notions de coût et des notions d'aide et donc de toute façon, il faut compléter avec un rendez-vous auprès de nos conseillers. J'ai mis Voilà, et puis aussi en lien le site photovoltaïque.info qui est fait par les collègues d'Espul, qui est une mine d'infos sur le photovoltaïque. Donc ça, j'ai mis le lien sur le chat et puis on l'a ici. nice. On nous demande si on peut combiner photovoltaïque et micro-éolien. Eh ben, ça peut se faire, mais peut-être plutôt sur des sites un peu plus isolés. C'est-à-dire que généralement, bah, le photovoltaïque va produire plus en été et ça sera éventuellement complété par le micro-éolien en période hivernale où le photovoltaïque va moins produire. Mais c'est vrai que l'éolien, il est quand même à réserver sur des endroits ventés et qu'il n'est pas vraiment adapté à la ville. En tout cas, bon, sur la métropole de Lyon, il n'y a pas tellement de potentiel. Quand Non, vous et puis avez. c'est, par exemple, sur la CCVG, je sais que c'est interdit dans le PLU. Du coup, il y a pas mal de territoires, je pense, sur le Rhône où c'est un peu délicat. Ouais. Et puis, bon, il faut savoir que voilà, quand on a des immeubles, des bâtiments, il y a des perturbations aéroliques. Quand vous avez des pièces en mouvement, il y a de l'usure. L'avantage du photovoltaïque, c'est qu'il n'y a pas de pièces en mouvement. Et justement, ça me permet de rebondir sur la question suivante, puisqu'on nous pose la question de savoir si les panneaux peuvent être orientables en fonction de la position du soleil. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des trackers. Mm. Alors Alors, oui, tu veux mhm. répondre? Vas-y, vas-y. Bon, juste en quelques mots, parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions, il va falloir faire réponse rapide. En gros, ça existe. Ça se fait notamment pas mal sur justement des endroits où on va faire des études, de la recherche. Simplement à partir du moment où vous rajoutez des mécanismes, où vous rajoutez des pièces en mouvement, vous allez rajouter de l'usure, vous allez rajouter du coût et que globalement, pour des particuliers, c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir des panneaux fixes, en toiture, et que personnellement, je connais pas de particulier équipé de systèmes, qui suivent la Non, si courbe on du voit des soleil. agriculteurs, des fois, au milieu de leur champ, ils ont des panneaux posés sur pylônes et qui sont orientables. Ouais. Il faut que ce soit des grosses installations. Ouais. Alors est-ce que tu as des conseils sur, panneaux photovoltaïques au sol raccordés au Linky pour autoconsommation? Oui, alors au sol, il faut que ça soit limité à 3 kilos. Donc c'est des kits en fait que vous pouvez installer vous-même. Mais oui, limité à 3 kilos, sinon enfin, vous n'avez pas le droit d'injecter plus. Ça peut être rentable, alors si c'est vraiment à réserver si vous n'avez pas de toiture intéressante. Alors une autre question sur les incendies, liés à des installations solaires, photovoltaïques dont on entendait parfois parler. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Non, bah, il y en a très très peu. Les incendies, ils sont souvent provoqués par autre chose. Non, non, il y a très très peu d'incendies provoqués par du solaire. Ça Surtout reste qu'aujourd'hui, ils sont au-dessus du toit, au-dessus des tuiles. Donc il y a, non, non, il y a très très peu d'incendies. Ouais. alors peut-être que tu l'as déjà dit, mais peut-être revenir, là sur la durée de vie d'une installation photovoltaïque? Aujourd'hui, ça va être entre 30 et 40 ans. Alors on nous parle d'une question stockage de l'énergie. Comment stocker l'énergie? Peut-être que ça. Alors il y a possibilité, alors il existe deux possibilités en fait de stockage entre guillemets. Il peut y avoir des batteries physiques en fait, mais c'est assez cher. La durée de vie des batteries, c'est autour de 10 ans. Du coup, c'est ni rentable financièrement ni écologiquement.
Ça peut être rentable que si vous installez vous-même et que vous n'avez pas de vente de surplus. Du coup, ils vous injectez gratuitement. Donc, la batterie pourrait permettre de récupérer un peu, mais la rentabilité n'est pas garantie. Après, il y a les voitures électriques aujourd'hui qui peuvent faire un peu office de batterie. On voit des systèmes, quand la batterie de la voiture est chargée à fond, elle alimente la maison quand il y a des besoins. Après, il y a un autre système il y a une wallbox qui permet, ça c'est un système assez intéressant, c'est quand vous produisez et que votre voiture est branchée, et ben, ça charge la batterie de la voiture. Et quand, par exemple, vous allumez votre four, vous avez une hausse de consommation et vous consommez plus que vous produisez, la wallbox, elle va arrêter la voiture parce que la voiture, elle peut. Et l'électricité de vos panneaux, elle va être orientée vers votre four. Et vous allez pas tirer sur le réseau, vous n'allez pas consommer en plus de vos panneaux. Vous avez fini de faire cuire votre tarte, et ben, la charge de la batterie de la voiture reprend. Donc ça permet d'avoir un meilleur taux d'autoconsommation et de moins de taux. C'est des petites optimisations. Et il y a un autre système, je pense que les gens vont en parler, c'est la batterie virtuelle. Donc, il y a 3 sociétés aujourd'hui en France qui font ça, je crois, qui se proposent de stocker votre électricité. Alors, c'est virtuel, hein, l'électricité elle est dans le réseau. C'est incroyable. Les sociétés comptent vos kilowattheures. Et quand vous avez besoin, elles vous les restituent. Alors, elles font des publicités un peu mensongères, elles disent qu'elles vous reversent votre électricité, mais en fait, comme ça passe par le réseau, elles sont obligées de payer les taxes. Et les taxes, c'est 50% du prix de l'électricité. Donc, en fait, elles ne vous le revendent pas, elles vous le revendent 50% du prix. Alors, il y a 3 systèmes. C'est un peu comme les mutuelles ou les forfaits téléphoniques. C'est 3 systèmes complètement différents, impossibles à comparer. Enfin, très compliqué à comparer. Mais enfin, c'est pas très rentable, en fait, parce que enfin, il vaut mieux avoir des systèmes assez simples. Il vaut mieux vendre son surplus à 13 centimes plutôt que de le mettre de côté un abonnement et puis le racheter 10 centimes après. Le gain est pas, c'est pas à conseiller, quoi. Alors, autre question, comment peut-on savoir qu'un micro-onduleur ne fonctionne plus? Eh ben, il y a des applications de suivi de la production et on voit qu'on a une baisse de production. Ouais, c'est vrai qu'on conseille quand même d'avoir un système de suivi. Ça permet de pouvoir détecter Oui, rapidement un souci éventuel. On nous demande quel risque à identifier par rapport aux batteries. Bon, on l'a dit, les batteries, c'est quand même plutôt spécifique à du site isolé, donc pas forcément très c'est adapté. ça, ouais. Alors, est-ce que les ABF ont le droit d'imposer l'encastrement des panneaux? Non, alors les ABF peuvent refuser la pose de panneaux, mais depuis 6 mois, il y a une nouvelle loi qui est passée qui permet aux mairies de passer outre l'avis des ABF. Donc si la mairie donne l'accord, parce qu'il faut quand on fait une demande comme tous les travaux, si la mairie ils ont beaucoup évolué, ils retraitent que des panneaux sont posés sur un toit. Alors, je ne La sais pas DEF si c'est refuse. pareil pour les participants, mais moi, j'ai des micro-coupures sur ton son. Je ne sais pas s'il y a des problèmes de connexion. Euh, on nous dit que les assureurs acceptent pas tous la pose encastrée à cause des risques au niveau de l'étanchéité. Euh, Il faut vraiment éviter. bon, et ben là, on a définitivement perdu notre intervenant. Tac, tac, tac. Alors, les panneaux PV ne craignent pas la grêle. Eh ben, sur des grêles entre guillemets classiques, ça passe généralement sans mal. Évidemment, hein, sur des événements météo extrêmes avec de la grêle de gros diamètre, forcément, il peut y avoir des dégâts. Généralement, de toute façon, on les assure. Est-ce qu'il y a un outil pour ça? Alors, j'ai un message de notre intervenant qui revient. Alors, il est de retour. Tu peux remettre ton micro. Voilà, ça avait sauté, excusez-moi.
Alors, est-ce qu'il y a un outil pour simuler la rentabilité d'une installation en rentrant les paramètres de surface, d'exposition, les besoins estimés? Oui, alors nous, on a un outil qui est accessible à tout le monde. C'est, je vais pouvoir je vais alors, j'ai pas l'adresse en tête, je vais pouvoir le retrouver. Donc, c'est évaluer mon devis.photovoltaïque.info. Donc, ça, c'est accès. Nous, c'est l'outil qu'on utilise à la LTE. Je ne sais pas, l'Alex, si vous l'utilisez. Il est encore charté à l'ancien logo, mais il est accessible à tout le monde, en fait. Donc, soit vous pouvez noter l'adresse là, ou alors vous pouvez nous appeler pour qu'on vous redonne le mail. Le lien, pardon. Alors, il y a, oui, on va jamais réussir à traiter toutes les questions parce qu'il y en a encore au moins une trentaine. On voit que c'est un sujet qui marque. D'ailleurs, on a rarement eu autant de monde. Donc, je vais essayer d'en prendre 2 ou 3 au passage. Sinon, Heu, je vais afficher la diapo pour nous contacter, hein. ouais, je Euh, crois qu'on va pour je crois toutes qu'on les va questions effectivement qui faire ça. resteront en suspens, vous pouvez nous S'il y a une contacter. question qu'on n'a pas abordée, c'est la question de l'entretien des panneaux. Est-ce qu'il faut faire le nettoyage de temps en temps et à quelle fréquence? Ça a replanté. Ah, Effectivement, c'est un il petit peu. ouais, on t'entend pas. Donc effectivement, il faut de temps en temps, ça peut Besoin valoir de le les coup. nettoyer. Ouais, ça y est, tu m'entends? Ouais, ça y est. Ouais. Alors normalement, sur des pluies un peu fortes, ça nettoie bien, mais Oui, je disais pas d'entretien particulier. après, c'est vrai que ça dépend aussi où est-ce qu'on est quand on est dans des zones, avec pas mal de pollution, ou pas mal de pollen et qu'il pleut pas pendant un certain temps, ça peut éventuellement valoir le coup d'aller faire un petit peu de nettoyage. Donc effectivement, bah, on nous posait la question du stockage Ou virtuel. alors, si c'est simple, hein, ça vaut pas le coup de monter sur son toit. Enfin, pas prendre de risques pour. Décidément, on a du mal à t'entendre. Pas. Mais effectivement, il y a un moment où le coût risque, gain, à titre perso, je suis jamais monté sur mon toit pour nettoyer mes panneaux, en 13 ans et pas seulement parce que j'ai le vertige, mais, j'ai pas forcément envie de descendre de mon toit plus vite que je suis monté. Alors, on a de nouveau perdu notre cher Maxime. Donc le webinaire, effectivement, dans les bonnes questions, oui, le webinaire, il est enregistré et en fait, tous les inscrits, qu'ils aient été présents ou pas, recevront un lien, et en fait, le webinaire d'ici une semaine max, sera mis en ligne sur les chaînes YouTube de nos 2 structures. Donc effectivement, sur la chaîne de l'ALEC Lyon, vous avez les replays. Sur la chaîne YouTube de la LTE 69, vous avez aussi les replays, donc ça vous fait, 2 options. Voilà, donc on va devoir arrêter parce que c'est vrai qu'on essaye de ne pas dépasser 1 heure et quart, au niveau des webinaires et puis on voit qu'il y a des gens qui commencent à penser à manger. Donc en tout cas, ben, je remercie Maxime pour, sa présentation très claire. Je remercie tous les participants. Je crois qu'on avait mis la date du Merci à toi. prochain webinaire. J'avais dû mettre la date du prochain webinaire qui traitera de chauffage bois performant. Et donc, je ne sais plus, on avait dit que c'était alors ça doit être autour de enfin c'est en novembre et donc de toute façon, si vous avez reçu l'invitation à ce webinaire, bah, vous recevrez l'invitation au prochain. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur les agendas de nos 2 structures. Vous allez retrouver tous les événements auxquels on participe. Donc vous avez des visites de sites, vous avez des stands sur des foires, des salons, vous avez des stands sur des journées développement durable. Au niveau de l'ALEC, le 18 novembre, on a notre grosse journée climat, logement, énergie, où on aura aussi beaucoup de choses qui vont se passer. Donc voilà, tenez-vous informés, et n'hésitez pas à venir rencontrer nos conseillers. En tout cas, on vous souhaite une très bonne fin de soirée. Désolé pour les quelques petits soucis techniques. Et en tout cas, il faut savoir, puisqu'on a vu qu'il y avait des gens qui étaient inscrits
de l'Isère, de l'Ain, de la Loire, voire même de beaucoup plus loin, que vous avez des espaces France Rénov' partout en France et qu'il ne faut pas hésiter à les contacter pour avoir le même service que ce qu'on pourra vous proposer. Voilà, très bonne soirée à tout le monde et à très bientôt. Au revoir.